Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'opérations Bitwise, de Bitwise Operator, de Bitwise Operation. Donc j'ai préféré garder le nom en anglais. Cette vidéo, je vais la mettre dans la playlist en C, mais c'est parce que c'est un peu par défaut, parce qu'en réalité, j'ai pas d'autre endroit où la mettre, puisque ce qu'on va voir là, techniquement, il y a ça en Python, il y a ça dans tous les langages de programmation en soi. Peut-être que parfois les écritures diffèrent un petit peu, mais on va dire que le fondement théorique ne bouge pas. Je la mets quand même dans la partie en C parce que le code que vous allez voir, il va être fait en C justement. Alors, on y va. Aujourd'hui, déjà des petits rappels un petit peu avant de commencer d'aller en profondeur sur des choses. Déjà, on va parler de binaire. Donc, le binaire, qu'est-ce que c'est? C'est les bits, et entre autres, c'est ce que comprend l'ordinateur in fine. Il ne faut pas oublier que l'ordinateur, en fait, il fait plein de calculs, et il les fait à partir du binaire, donc des valeurs qui peuvent être soit un ou 0. C'est ça le système binaire, si vous voulez. On va parler aussi d'octets. Alors un octet, qu'est-ce que c'est? C'est 8 bits. Donc c'est par exemple 1, 1, 1, 1, 8 fois, ou 0, 8 fois, ou 0, 1, etc. qu'on va voir. Mais on parle d'octets. En anglais, on parle de bytes avec un Y pour parler des octets. Donc bon, si jamais j'utilise le terme, c'est parce que comme il y a plus de littérature en anglais, bon, voilà. Mais en soi, on parle d'octets quand on parle de 8 bits. Souvent, on va travailler dans les exemples, puisque cette vidéo va être divisé, on va dire, en deux parties, la partie théorique et ensuite la partie pratique avec quelques exercices. On en reparle un peu plus tard. Et, euh, et du coup, bon, vu que les exercices viennent de sources parfois de sites anglais, etc., je vous expliquerai tout ça. Bon, parfois peut-être que j'utiliserai ce terme-là ou ce sera écrit ce terme-là. Mais sinon, j'essaye de garder les choses en français. Ensuite, déjà, première question qu'on peut se poser, c'est comment compter en binaire. Alors, je sais que j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, mais au cas où si vous ne l'avez pas vu, on va le rappeler là très brièvement, très facilement. La première chose à savoir faire pour pouvoir compter en binaire, c'est déjà savoir compter en base 10. Et la question, c'est est-ce que vous savez compter jusqu'à 10? Ah, ah, peut-être pas. Donc, si on commence 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et là, tout de suite, il y en a, ils vont vous dire 10. Mais attendez, n'allez pas trop vite. La question, c'est qu'est-ce qui se passe quand on passe à 10? En fait, quand on n'a pas en fait, on est limité entre 0 et 9. On n'a pas de 10 réellement. En fait, 10, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est simplement, on a écrit 10, mais on a réinitialisé à 0 une colonne, la colonne des unités, et on a initialisé la colonne des dizaines, pour dire que on a déjà compté une fois toute la séquence qui nous était possible entre 0 et 9. Le problème va arriver de nouveau quand on va arriver à 19. Alors cette fois, on ne va pas initialiser, hein, on va incrémenter, puisqu'on va réinitialiser la colonne la plus à droite, et on va faire plus 1, puisqu'on peut le faire sur la colonne à gauche, du coup, des dizaines. On va continuer comme ça jusqu'à 99. Et une fois qu'on arrive à 99, pour passer à 100, en fait, qu'est-ce qui se passe? On réinitialise, puisqu'on ne peut plus aller au-delà de 9, ça n'existe pas. On réinitialise la première colonne qui est le plus à droite. Du coup, on voudrait ajouter plus 1 encore une fois à la colonne des dizaines. Malheureusement, ce n'est pas possible. Donc, on va la réinitialiser aussi. Et on va initialiser, en réalité, du coup, la colonne la plus à gauche. Pour dire qu'on a déjà compté une fois, 10 fois, etc. Donc, 10 fois 10, 100. Hein. Mais en gros, pour bien préciser qu'on a déjà fait ça. Donc, bon, c'est pas très compliqué, mais c'est important puisque c'est exactement comme ça que ça va fonctionner en binaire. Donc là, pour le binaire, on va faire quelque chose. À chaque fois, à gauche, je vous mets la valeur en binaire et à droite, la valeur en décimale, la traduction. Comme ça, vous n'êtes pas perdu potentiellement si jamais. Donc on commence à compter en binaire. 0. 0, c'est 0 en décimale. Jusque-là, pas de différence. Ensuite, on a 1. Donc 1 en décimale, c'est aussi 1 en binaire, c'est pareil. Et c'est là où la différence va commencer. Puisque en réalité, quand j'arrive en binaire à 1, je ne peux pas mettre 2. Ça n'existe pas, puisque j'ai que deux valeurs possibles qui sont 0 ou 1. Donc comment je fais? En fait, tout simplement, je vais écrire 1, 0. Donc on ne dit pas 10 hein, pour
Le binaire, on a tendance à dire 1, 0. Pourquoi? Parce que pour pas confondre, hein, tout simplement avec le 10 que nous on connaît en valeur décimale qu'on utilise tous les jours. Mais en gros, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai réinitialisé la colonne la plus à droite et j'ai initialisé une nouvelle colonne à gauche, comme on a fait quand on est passé de 9 à 10 en décimale. Pareil. Donc si on continue, 3 ça va être 1, 1. Encore une fois, j'ai atteint la valeur maximum sur la colonne la plus à droite possible, donc je ne peux plus rien mettre dedans. Je vais devoir réinitialiser et je vais vouloir incrémenter en fait l'autre colonne. Problème, l'autre colonne non plus, je ne peux pas augmenter la valeur puisque 1 c'est la valeur maximum. Donc du coup, il va falloir que je réinitialise cette colonne et que du coup, j'initialise une nouvelle colonne. Donc 4, ça va être 1, 0, 0. Et on va continuer comme ça, in fine. Donc par exemple, on va faire 1, 0, 0, 1, 0, 1 pour 5, 1, 1, 0 pour 6, 1, 1, 1 pour 7, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ça se répète jusqu'à la fin, en tout cas, des valeurs possibles qu'on pourrait prendre. Ok, maintenant, autre chose qui va nous servir un petit peu plus tard, mais qui est intéressant aussi de comprendre, c'est imaginons, on vous donne des octets comme ça, et on vous dit, bah ok, ça fait combien en décimales? Alors bien sûr, vous pouvez être quelqu'un de normal et utiliser un converteur en ligne, etc., quelque chose qui convertit en ligne pour savoir, mais ce serait bien quand même de comprendre comment ça fonctionne. Donc en fait, on peut imaginer en fait un octet un peu comme un tableau en programmation, mais qui se lit plutôt de droite de droite à gauche. Donc en réalité, je vais mettre un petit pointeur laser. On va dire que effectivement un octet, c'est un tableau, mais l'indice 0 qu'on connaît d'habitude des tableaux en programmation, qui est donc tout à gauche, là en fait l'indice 0 il est tout à droite. Donc ici, là, ce 0 ici, c'est l'indice 0. Et ensuite, on a l'indice 1, l'indice 2, l'indice 3, 4, 5, 6, 7, et ça s'arrête là, puisqu'on n'a que 8, hein, on est sur un octet, donc il y a 8 bits potentiellement. Pourquoi c'est important déjà de savoir ça? C'est parce que ça va nous aider pour le calcul juste après. Imaginons on reprend toujours cet octet-là, et on veut faire un calcul. Et bien en fait, il faut comprendre que, étant donné qu'on est sur des valeurs binaires, on est sur quelque chose où on va avoir deux puissances de l'indice auquel on est en train de regarder, puisque il n'y a que deux valeurs hein, directement, donc on est sur des puissances de 2 en fait en soi. Du coup, comment on calcule? Donc si on part à partir de la droite, donc là quand il y a un 0, on ne fait rien, d'accord? Quand il y a un 1, eh ben, on va calculer 2 puissances, et là ce que vous voyez en puissance, c'est l'indice du tableau, tout simplement. Donc là, vu qu'on a dit que le tableau il commençait à 0 ici, que c'était 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, et ben là on regarde, l'indice c'est 1, donc c'est 2 puissance 1. Ensuite, on va ajouter à chaque fois là où on va voir un 1. Donc là, par exemple, on trouve un 1, donc on fait 2 puissance 2, puisque c'est l'indice 2. Ensuite, 0, on fait rien. 1, on fait 2 puissance 4. 1, on fait 2 puissance 5. Donc toujours en addition, on additionne tout ça hein, en soi. 0, là, on fait rien. Et le dernier, il y a un 1, donc 2 puissance 7. Donc ça va nous donner ce calcul-là. Et ça va nous donner le résultat qui est 182. Maintenant, du coup, ici, on peut avoir un autre exemple, juste pour un peu pour illustrer les choses. Donc effectivement, ça c'est l'indice 0. Donc on va faire 2 puissance 0. Et à quoi on ajoute 2 puissance 7, puisque c'est le dernier indice. Et ça va nous donner donc 129. Mais en soi, bon, bien entendu, hein, la plupart du temps, vous embêtez pas à faire ça, mais au moins vous savez comment ça fonctionne maintenant. Vous pouvez tout simplement utiliser quelque chose que vous trouvez sur Internet pour pouvoir faire vos conversions. Mais bon, ça peut être important parfois. Ok, maintenant on va parler justement des opérateurs. On va enfin toucher au cœur de ce qui nous intéresse, les opérateurs, pour faire des bitwise operations, des opérations binaires directement. Donc il y en a quelques-uns. On va voir le et, on va voir le ou, le XOR, on va voir le shift left, le shift right, et aussi le not. Alors vous avez vu, c'est des symboles
qu'on connaît peut-être potentiellement, surtout bah, le cas du et, du ou, principalement, parfois dans certains langages de programmation aussi l'opérateur XOR, mais en gros, il ne faut pas les confondre. Par exemple, là, les exemples qu'on va prendre, c'est en C, mais il ne faut pas le confondre avec le et commercial répété deux fois, du et qu'on a dans nos conditions, par exemple if, ou qu'on a aussi dans nos boucles while, etc. C'est différent. Quand il est tout seul, c'est pas la même chose. Pareil pour le pipe, pareil pour le XOR en fonction des langages de programmation. Bon, dans le C, il me semble pas qu'il y ait trop d'utilisation à part pour le shift et le left de ça, ni du tilde. Donc tilde, c'est le nom de cet accent que vous retrouvez en espagnol, sur les N en espagnol. Et on va commencer tout de suite par parler du et. En fait, il y a si on compare avec, on regarde un peu les opérations avec 0 ou 1, puisqu'au final, in fine, ce sera toujours 0 ou 1 qu'on va manipuler, ou parfois ça sera 0, 0, 1, 1 ou 1 et 0, et ben du coup on peut faire ce petit tableau, un peu tableau des vérités, du coup logique, si je puis dire, qui arrive avec le et, le ou, le XOR, etc. Donc là, qu'est-ce qui se passe? En gros, si on regarde, si on prend un premier bit isolé, donc on n'est pas sur des octets ou quoi, hein, on est vraiment sur la plus petite chose possible, bah si on fait 0 et 0, on obtient 0. Puisqu'on peut remplacer le 0, si vous voulez, par faux, false, et le 1 par true. Et donc si c'est false et false, bon bah forcément ça va donner un false. Si on fait un 0 et un 1, donc on aurait un false et un true, bah, c'est false qui l'emporte directement. Puisque si je vous donnais une information qui était fausse et qui était vraie à la fois, bah, vous retiendrez surtout qu'elle est fausse, l'information. Vous pouvez essayer de vous illustrer comme ça avec des petits moyens mémotechniques si jamais. Pareil du coup dans l'autre sens inverse, hein, si c'est 1 et 0, bah, ça fait la même chose hein, au final, hein, quoi qu'il arrive, ça fait le même résultat. Et en fait, avec le et, logique des opérations binaires, bah, pour avoir un 1, tout simplement, il faut qu'il y ait un 1 des deux côtés. Donc un 1 à gauche et un 1 à droite, puisque on fait bit A et bit B en opération logique, hein. Et donc là, effectivement, on obtient bien un 1. Donc maintenant, la question, c'est comment on fait dans le cas où on doit le faire sur bah voilà, des valeurs en octets comme ça. Je vous donne deux octets, deux valeurs d'octets, et je vous dis bah, comment on fait pour faire un et là-dessus. Bah, en réalité, c'est assez simple. On peut le poser un peu à la manière d'une addition ou d'une multiplication. Vous savez qu'on posait à l'école, bah, on peut faire la même chose au final. On peut le poser pour déjà l'analyser plus facilement. Et en fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder colonne par colonne, tout simplement, et on va trouver un résultat. Ici, on trouve un résultat qui est égal à 1, 0, 0, 0. Je vous épargne les 4 zéros de départ. Ce sera un peu important plus tard dans un des exercices qu'on va voir, mais pour le moment, on s'en fiche. Pourquoi on a ce résultat-là? Bah, si on regarde bien notre tableau, en gros, on a compris que si on avait 0 et 0, ça fait 0. Si on a 0 et 1, ça fait 0. Pareil dans le sens inverse. Et en fait, on peut avoir un 1 uniquement s'il y a un 1 sur la même colonne. Enfin, un 1 dans les... Il y a deux 1 pardon, dans la même colonne. Et effectivement, c'est le cas ici. En fait, on n'a que une seule fois un 1 qui se répète sur les deux colonnes. Donc, on obtient voilà, cette valeur directement. Maintenant, on va parler du ou. Alors, le ou, là, c'est un petit peu différent, puisque j'ai pas envie de dire que c'est l'inverse parce que c'est pas tout à fait vrai, mais au final, ici, pour obtenir un, il suffit d'avoir un 1 d'un côté ou de l'autre. Donc, il y a un seul cas où ça fait 0, c'est quand il y a 0 ou 0. Parce qu'en même temps, si je vous ai dit 0 ou bien 0, bah, au final, vous n'avez pas vraiment le choix, ça va être 0, quoi qu'il arrive. Si je vous dis 0 ou 1, bon, bah, du coup, c'est false ou true. Bah, vous préférez true, quoi, globalement. Si vous pouvez vous imaginer aussi une autre méthode, c'est je vous propose de gagner 0 € ou 1 €. Bon, bah, vous allez logiquement me dire, ouais, je préfère gagner 1 € quoi, que 0 €. Vous pouvez prendre, donc du coup, bah, quand je vous propose de gagner 1 € ou 1 €, vous allez me dire, bah, c'est un peu con, mais du coup, je prends le 1 €, peu importe lequel. Bon, je vous avoue que mes exemples sont faits un peu à la volée mémotechnique, hein, mais vous comprenez qu'en gros, on peut avoir avec un ou un résultat à 0 uniquement quand il y a deux zéros. Voilà, c'est la petite chose à retenir. Donc pareil, comment on fait quand on a deux valeurs comme ça que je vous donne en octets pour faire? Bah pareil, on va les poser et on va regarder colonne par colonne.
directement. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Bah, en fait, on a beaucoup plus de 1, puisque au final, comme je vous ai dit, il y a un seul cas où on a le 0, c'est quand il y a 0 et 0 ensemble. Et du coup, ça arrive qu'une seule fois, globalement, donc on a cette grosse valeur-là. Maintenant, on va parler du XOR. Alors, XOR, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire exclusif OR. Donc là, c'est quelque chose qu'on va utiliser et qui est très sympa, qui est utilisé dans plein de choses. Vous pouvez retrouver ça aussi en assembleur, par exemple, pour vider des registres, des choses comme ça. En gros, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, on va se dire, est-ce que c'est exclusivement une valeur ou l'autre? Donc on prend 0, XOR, 0. Bon bah là, non, c'est faux, puisque en soi, j'ai le choix entre 0 et 0, c'est la même chose. Donc au final, bah du coup, c'est pas un exclusive OR. Donc je n'ai pas exclusivement deux possibilités. Donc ça ne marche pas. Par contre, quand je fais 0 ou 1, bah là, oui, c'est vrai. Ça, j'obtiens bien un 1. Pourquoi? Bah parce que je suis en train de me poser la question, est-ce que d'un côté, j'ai une valeur différente de l'autre côté? Et est-ce que c'est vraiment différent en soi? Oui, j'ai le choix entre 0 ou j'ai le choix entre 1. Donc oui, j'ai un choix, c'est un ou exclusif. Donc pareil avec 1 et 0, hein, puisqu'on inverse juste l'ordre. Et enfin, 1 ou 1, bah là aussi c'est 0. Pourquoi? Bah parce que je vous propose 1 ou 1 de l'autre côté, bah au final vous n'avez pas vraiment le choix, donc ce n'est pas un ou exclusif. Donc ça ne répond pas à la question est-ce que c'est un ou exclusif? Donc on obtient 0. Donc pour les exclusives OR, il faut toujours qu'il y ait des valeurs différentes pour que ça marche, pour que ça fasse bien 1 et 1. On verra ça un peu plus tard dans un exercice, mais sachez que par exemple en assembleur, ça peut être une technique utilisée pour vider un registre. Vous videz un registre avec lui-même, vous faites un XOR de lui-même. Donc là, vous feriez un bit A, XOR bit A. Bon, bah, ça ferait l'équivalent de cette première ligne ou de cette dernière ligne. Et donc, du coup, ça viderait le registre, on mettrait tout à zéro. Ok, donc là, pareil, hein, si on fait le calcul, on regarde colonne par colonne. Maintenant, vous avez l'habitude, et ça vous donnerait ce résultat-là, globalement. Maintenant, on va voir Left Shift. Alors là, c'est le premier qui est un petit peu différent pour le coup, puisque Left Shift, si vous voulez, l'écriture de la chose, elle est un peu différente. Autant là, on comparait deux bits ou deux octets l'un à l'autre, autant là, c'est pas tout à fait le cas. C'est une manipulation sur un octet. Alors, quand je vous parle de manipulation sur un octet, en réalité, vous pouvez c'est pas forcément que sur un octet, hein, ça peut être sur plusieurs octets, hein. Ça peut être sur un int par exemple qui vaut un size of de 4 normalement dans la plupart des ordinateurs. Donc voilà. Mais c'est juste pour les exemples, on va rester souvent sur des octets. Donc en gros, je vais mettre ma variable ou une valeur en octet ici, et là je vais mettre une valeur. Et cette valeur, justement, c'est le nombre de fois que je vais shifter l'intégralité de mon octet à gauche. Donc en fait là par exemple, si on prend cet exemple ici, donc très simple, 1, donc 1 aussi en, en décimale, pardon, et ben, je vais le shifter une seule fois à gauche. Alors qu'est-ce que ça me donne comme résultat? Et ben, ça me donne un 0 maintenant. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a bougé l'intégralité ici à gauche, en sachant que ce zéro-là ici, du coup, il disparaît, il saute, et ici, il y a un espace vide qu'on va remplacer par un zéro. C'est pas ce zéro-là, hein, parce que s'il y avait un 1 ici, ben, il aurait juste disparu, et on aurait quand même eu un zéro ici en soi. Donc du coup, ça nous donne ce résultat-là. Donc là, vous pourrez remarquer d'ailleurs que c'est un peu marrant parce que si je refais encore un shift, encore une fois, de 1, bah, si vous regardez les valeurs, on est passé donc de 1, bah, après à 2, et donc du coup là on a remultiplié, etc. Ça peut être une fonctionnalité pour faire des multiplications plus rapidement, entre guillemets, directement, puisque là on est à 1, 0, 0. Bon, ça c'est un petit détail, mais voilà. Maintenant, le right shift, c'est pareil, l'octet, toujours du même côté, d'accord? Il ne change pas de côté, on ne change pas. Et ici, la valeur, donc le nombre de fois qu'on va tout bouger d'un cran vers la droite. Donc du coup, là, si on prend cet exemple ici, directement, bah, ce 1 là, il va être décalé ici. Comme il y a un espace vide, bon, bah, on n'aime pas les espaces vides, on va le remplacer par un 0. Et ce 0 qui était là, ou si c'était un 1 d'ailleurs, hein, on aurait pu mettre un 1, et bien du coup il va disparaître, il a sauté, il n'est plus dans les cases de notre tableau concrètement. Donc si je refais encore une fois l'opération, de nouveau je shift tout d'un coup à droite. Maintenant, le note, donc le note qui est représenté par le tilde,
vous excuserez ma prononciation, mais cet accent qu'on retrouve encore une fois sur les N en espagnol, entre autres. Je ne sais pas si on l'utilise ailleurs au-delà de ça, mais peu importe, c'est pas le sujet de cette vidéo. En fait, là, c'est un peu différent aussi. On va mettre le tilde et on va mettre notre variable ou notre octet, hein, peu importe. Et qu'est-ce que ça va faire? Eh ben, ça va transformer en fait les zéros en 1 et les 1 en 0. Donc là, par exemple, ces zéros-là, ils vont passer en 1. Donc attention quand vous utilisez le tilde parce que en fonction si vous le faites sur un unsigned int, un unsigned char ou des choses comme ça, bah, n'oubliez pas que si c'est par exemple sur un int plutôt qu'un unsigned, bah, il y a des histoires de valeurs négatives, etc., de représentation binaire. Bon, ça on pourra en reparler dans une autre vidéo parce que je ne suis pas trop prévu de là dans celle-ci, mais c'est quelque chose dans lequel il faut faire un petit peu attention. Et comme je vous avais dit, on va faire de la pratique. Alors la pratique, en fait, tout simplement, c'est des exercices que j'ai tirés de deux sites, CodeWars et LeetCode, des sites que vous connaissez peut-être de nom, en tout cas. Des sites, LeetCode est très très connu, CodeWars peut-être un peu moins, mais il y a quand même des exercices intéressants sur les deux. LeetCode c'est beaucoup utilisé pour la préparation aux entretiens de programmation, etc. Donc il y a des choses un petit peu plus complexes, je dirais, que CodeWars, c'est un peu moins euh, friendly pour tous les débutants, on va dire, les choses comme ça. Même moi, j'ai beaucoup de mal parfois sur des choses de LeetCode, justement. Mais Code Wars, bon, bah, il y a un petit peu de tous les niveaux. Il y a des choses très difficiles et il y a aussi des choses très faciles et il y a entre les deux, quoi. Mais justement, les exercices qu'on va voir là, bah, ils sortent un peu de tout ça. Et là, on va faire un premier exercice qui est intéressant, c'est une conversion. Donc en fait, l'objectif, c'est quoi? C'est imprimer un octet. Donc par exemple, je vous donne 10, bah, vous allez m'écrire en output, dans la sortie standard, imaginons, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, donc qui correspond à 10. Ok, donc comment on fait? Alors, potentiellement, parmi les personnes qui regardent cette vidéo, il y en a quelques-uns qui vont sourire en voyant la prochaine slide, la prochaine image, puisque, bah écoutez, par rapport à mes précédentes aventures que vous avez pu voir sur la chaîne, avec l'école 42, la piscine, c'est un peu une méthode qu'on a utilisée dans un exercice qui était un peu majeur, un peu important et qui nous a suivi après un peu tout le long de la piscine avec des variations, des choses comme ça. En fait, on pourrait commencer à se dire, bah tiens, j'ai envie de faire un code comme ça avec de la récursivité. Alors comment il fonctionne? Je vous le décris. Donc itob hein, pour int to binary, qui est aussi un exercice que vous pouvez retrouver dans le livre, il me semble, C Programming, donc quand même du créateur de C, hein, on le rappelle. Mais en gros, qu'est-ce qu'on fait? Alors, déjà, on prend un unsigned char octet. Alors souvent, dans les exercices, ça dépend, il faut faire attention, il faut bien lire l'énoncé. Vous allez retrouver des choses avec des unsigned chars ou pas. Pourquoi on prendrait un unsigned char? Bah, en fait, c'est tout simplement parce que l'unsigned char, c'est un peu pratique, puisque si vous faites un size of d'un unsigned char, vous verrez que c'est 1. Donc c'est un octet, un one byte hein, en anglais. Euh, et du coup, c'est un peu pratique parce que c'est plus facile, c'est plus court pour travailler dessus. Donc là, qu'est-ce qui se passe dans cette fonction? Donc, je déclare en fait une chaîne de caractères 0,1. Alors attention, il me semble que ce code, si vous l'utilisez avec les flags, je suis pas sûr qu'il marche, mais avec les flags, donc "-w wall, "-w extra, "-w error, j'ai un petit doute pour si ça marche ou pas. Mais bon, de toute façon, vous allez voir pourquoi on va pas utiliser tout à fait cette chose-là. Donc, qu'est-ce qui se passe? Si mon octet que je donne, la valeur que je lui passe, elle est inférieure à 2, bah, en fait, tout de suite, je vais pouvoir écrire en fait la, l'élément qui est dans ma liste de base. Donc par exemple, on prend un exemple, hein, s'il est égal à 0, bah, du coup, base entre crochets de 0, bah, effectivement, c'est 0. Effectivement, en binaire, bah, effectivement, 0, on avait dit, hein, c'était égal à 0. Si je lui passe 1, bah pareil, base entre crochets de 1, bah, il va être égal à 1. Et donc, ok, bon, bah, on avait dit hein, d'ailleurs au tout début qu'on avait compté en binaire, comme quoi c'est peut-être pas fait au hasard, cet ordre d'explication. Et ben au final, effectivement, 1 était égal à 1, donc ouais, jusque-là, on s'entend, on n'est pas trop mal, c'est pas trop mal. Par contre, une fois qu'on est passe, donc une fois qu'on est égal à 2 ou supérieur à 2, bah là, il va falloir faire des choses un peu plus cherchées, entre guillemets. Et effectivement, dans mon main, hein, je lui passe 10 en argument. Donc déjà, ça veut dire que ici, cette section-là, bah, quand je lui passe 10,
bah, ça marche pas, hein. Il va aller directement dans ce else if ici, puisque c'est bien supérieur ou égal à 2. Et donc il va réutiliser la fonction itob en faisant diviser par 2. Donc il est en train de rappeler la fonction, donc on va redémarrer ici au point de départ avec une nouvelle valeur. Ça, c'est ce qu'on appelle bon, bah, la récursivité. Si jamais vous ne connaissiez pas, bon, bah, en fait, c'est une fonction qui s'appelle elle-même. Il y a un base case, donc ici, qui est le cas qui évite qu'on tombe dans une boucle infinie. Et voilà, alors ça a ses défauts, hein, parfois, c'est ce genre de choses, il faut faire attention. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ça parce que bah, ça fait quand même beaucoup d'appels à la stack, etc. C'est peut-être pas toujours le plus optimisé, mais bon, à voir, en fonction des problèmes, ça peut être intéressant à faire. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Bah, en fait, comme je lui ai passé 10 en argument, je refais une stack avec ma fonction, mon appel à la fonction, et cette fois, je lui passe la valeur 5. Donc 5, est-ce que c'est inférieur à 2? Bah non. Donc du coup, c'est supérieur ou égal à 2? Oui. Donc qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, de nouveau, je vais rappeler itob avec octet divisé par 2. Donc on n'oublie pas, on sait division euclidienne, hein, parce qu'en Python il faut mettre deux barres, mais du coup là il n'y en a qu'une seule. Donc du coup cette fois l'argument il est à 2. Donc ici, est-ce que 2 est inférieur à 2? Bah, toujours pas, hein, vraiment pas. Donc est-ce que c'est supérieur ou égal à 2? Oui. Donc on va faire de nouveau un appel à la fonction itob, cette fois avec 2 divisé par 2. Encore une fois, division euclidienne, donc ça va donner 1. Est-ce que 1 est inférieur à 2? Oui. Ah, là c'est nouveau. On va s'arrêter peut-être ici. Donc on va faire un write. Et effectivement, je vais faire un write de base de 1. Donc effectivement, logiquement, base crochet, hein, de 1. Effectivement, je vais regarder dans ma base qui est composée que de deux éléments, 0 et 1. Bon, bah du coup, bam, ça va être le 1. Et donc du coup, en output, vous voyez ici qu'on va afficher au fur et à mesure, bah, ça commence déjà à écrire un 1. Donc bon, cette fonction-là, c'est terminé, on n'a plus rien à faire, donc on l'arrête. Mais par contre, ici, c'est pas tout à fait terminé, puisque en fait, en réalité, je n'ai fait que cette ligne-là où je faisais octet divisé par 2. Maintenant, je vais faire octet modulo 2. Et il se trouve que 2 modulo 2, bah, ça fait 0. Et effectivement, là aussi, bah, 0 est inférieur à 2. Bon, bah, du coup, je vais pouvoir réécrire base entre crochets de 0. Ça correspond à 0. Donc, on a bien maintenant écrit avec la fonction write 1, 0. Donc là, c'est terminé. Ici aussi, c'est terminé. On a fait le tour. Mais par contre, ici, c'est pas terminé, puisque en fait, en réalité, ici, je fais l'autre ligne. itob, octet, modulo 2. Donc ça fait 1 en résultat, hein, 5 modulo 2. Et donc, du coup, ici, bah, encore une fois, effectivement, ça marche bien. Bah, je suis inférieur à 2. Donc, du coup, je vais aller chercher base entre crochets de 1. Donc, on rajoute ici, hein, là où il y a mon laser, bah, de nouveau un 1. On a fini ici, cette fonction-là, cet appel de fonction-là. On a fini aussi celui-ci. Et maintenant, on va de nouveau rappeler la deuxième ligne, octet modulo 2. Donc là, 10 modulo 2. Et là, on voit que ça nous fait 0. Et donc 0, est-ce que c'est inférieur à 2? Oui. Donc du coup, on va aller chercher dans base quel est l'indice de ça. Et on voit que c'est 0. Et effectivement, on a un 0, un 0. Pas mal. Donc on a fini cette fonction-là, et puis on a fini aussi celle-ci, hein, directement. Mais maintenant, la question c'est, est-ce que 1, 0, 1, 0, c'est égal à 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0? Je vous laisse réfléchir. Non, c'est pas égal, c'est pas la même chose. Alors, oui, si on est pointilleux, on pourrait dire, bah si, quand même, mais en fait, c'est pas ça l'output qui était demandé dans notre exercice, et que vous pouvez retrouver bah, sur CodeWars, entre autres. C'est pas ça. Donc, du coup, si on revient un petit peu en arrière, on peut voir qu'il s'est passé des choses assez intéressantes qu'on va réutiliser. En gros, quand on est arrivé à cette étape-là, ici, quand on a fait modulo, on a fait 2, donc 2, ça nous fait 1, 0. Et ici, on a fait de nouveau modulo, et à chaque fois, enfin c'était 1, 0, hein, enfin bon, c'est un détail. Et là aussi, on a fait du coup 10 modulo 2, et ça nous avait donné pardon, 0. Donc en gros, on était un peu sur des calculs comme ça, 1, 0, 1, 0 modulo 2, ça nous donne 0, 1, 0, 1 modulo 2, ça nous donne 1. Donc en fait, on constate qu'à chaque fois, bah, on obtient bien le dernier élément. En fait, on a isolé, si vous voulez, le dernier
élément, donc celui qui est le plus à droite, et on l'a obtenu et on a eu la bonne valeur qu'il fallait. Ok, donc ça c'est intéressant. Donc on pourrait se dire que en réalité, pour pouvoir faire ça, bah, on pourrait se poser la question de comment on accède au bits qui est égal à 0 tout à gauche. Eh bien, on peut faire ça grâce à un autre opérateur qu'on a déjà vu, grâce à un right shift. Eh oui. Donc vous allez voir, on a ce code ici. Donc ce code-là, on travaille toujours sur un unsigned char, hein, parce que c'est ce qui nous est demandé dans l'énoncé. Encore une fois, toujours avec une base qui va nous permettre d'utiliser le write et d'aller chercher la chose comme il faut. Mais c'est juste que dans le write, on fait pas mal de choses. Qu'est-ce qu'on fait dedans? En fait, déjà, on prend octet et on fait un shift droit, donc du coup right, hein, right shift. Je ne sais jamais s'il faut dire right shift ou shift right, je ne sais jamais. De i. I est égal la première fois à 7. Donc ça nous fait cette valeur-là directement. Alors là, j'ai changé, hein, j'ai mis 2 directement en input. Bon, c'est un détail, hein, mais peu importe, hein, vous l'illustrez comme vous voulez. Au pire, vous l'illustrez avec 10, vous l'écrivez, comme ça vous fait un petit exercice. Donc on a cette valeur-là, hein, 2 en binaire, ça donne ça, hein, sur un octet. Et on va lui faire un shift droit de 7. Donc en gros, qu'est-ce qui se passe? Avec ça, bah, j'obtiens une série de zéros. Pourquoi? Parce que ce zéro-là, il va être décalé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois. Donc il va se retrouver là. Toutes les valeurs avant ici, tous ces zéros-là et ce 1-là, bah, ils ont été jetés à la poubelle. Ils ont dépassé le cadre de notre tableau. Et du coup, ici, on finit avec que des zéros. Je vais faire du coup modulo 2. Donc on a dit que le modulo 2 c'était pas mal. Pourquoi? Parce que ça isolait en fait le dernier élément de notre octet. Et du coup, bah, en fait, qu'est-ce que ça me donne? Ça va me donner base entre crochets de 0. Et un peu comme tout à l'heure, où en réalité, bah, ça fonctionne bien, puisque base de 0, bah, c'est 0. Donc, OK, on a bien écrit le premier 0 qu'on a dans notre valeur, du coup, ici. Donc en fait, on va répéter ces opérations-là, d'isoler un bits en particulier avec le shift, en sachant que ce shift, vous voyez, ma boucle while, en gros, on part de 7 et on doit être tant que i est supérieur ou égal à 0. Donc on va faire ça une première fois, on va faire ça avec 6. Donc vous voyez, c'est plus maintenant celui-ci, mais c'est celui-ci en rouge qu'on va isoler, puisqu'on va le ramener tout au bout ici. Et on va faire comme ça au fur et à mesure, 5, 4, 3, 2, et là 1. Donc là 1, du coup, ce 1-là, il va être décalé à droite d'un cran une seule fois. Donc il se retrouve bien à la fin. Ok. Et ici, bah, on va faire donc du coup modulo 2. Donc on a isolé encore une fois le dernier bits de cet octet. Et du coup, bah, ça va nous donner base entre crochets de 1. Et là, on aura bien bah, le 1 ici qu'on va écrire. Donc on aura bien écrit 0, 0, 0. Je ne sais plus combien de zéros j'ai dit, mais ensuite on va mettre un 1. Et ensuite, bon, bah, on va le faire une dernière fois hein, avec shift de 0. Ça sert à rien, mais on le fait quand même. Et donc du coup, on fait le modulo 2. Et comme ça, on a isolé et on a bien, vous voyez, en output de ce code, cette fois le bon output sur la sortie standard qui était bien tous les zéros, même avant. Donc on ne sort pas, par exemple, tout à l'heure avec l'autre méthode, hein, on aurait sorti juste un 0 et c'était tout, c'était fini, quoi. Donc pas terrible, c'était pas l'objectif. Ok, top. Là, on a fait déjà un bel exercice. Maintenant, on va faire les majuscules minuscules. Alors, comment ça marche les majuscules minuscules? On va essayer de passer une majuscule en minuscule sans opérateur mathématique. Oui, parce que pour rappel, hein, je pense que vous connaissez ça, certains d'entre vous qui regardent cette vidéo, c'est sûr. Ah, en fait, quand on veut passer une majuscule en minuscule, on fait juste plus égale 32. Donc simplement, en fait, lettre 1 égale lettre 1 plus 32, ça marche aussi, hein, on peut faire plus égal, peu importe, ça dépend des langages de programmation, mais dans beaucoup, on peut faire comme ça pour écrire de manière plus succincte. Mais en gros, qu'est-ce qui se passe ici? L'output de ça, bah, effectivement, avant l'opération, on avait un A majuscule, et ensuite, après l'opération, on a un A minuscule. Pourquoi ça marche comme ça, si vous ne connaissez pas? Bah, tout simplement, c'est parce que dans la table ASCII, la valeur, alors j'ai entouré les valeurs décimales hein, pour être plus clair. La valeur de A majuscule, c'est 65 et la valeur de A minuscule, c'est 97.
Bon, du coup, si je fais plus 32, hein, c'est l'écart qu'il y a entre les deux, puisqu'il n'y a pas que les lettres de l'alphabet, hein, c'est pas simplement plus 26. Vous voyez, il y a d'autres caractères ici dans la table ASCII. Bah, on fait plus 32, bah, on obtient ça. Si je faisais sur le B qui est égal à 66, bah, 66 plus 32, bah, on obtient bien 98, qui est aussi le B majuscule. Donc on peut faire ça sur toutes les lettres majuscules, le plus 32. Et si on voulait faire dans le sens inverse, de minuscule vers majuscule, et ben tout simplement on ferait moins 32. Donc on ferait 97 moins 32, ben on obtiendrait bien 65. Et on obtiendrait bien du coup une majuscule depuis les minuscules. Là la question c'est comment on fait pour le faire avec des opérations bitwise. Et ben c'est assez simple. En fait on va faire un OU. Et oui, pourquoi? Alors, ou espace, hein, je l'ai écrit comme ça, mais en fait, en réalité, donc ça nous fait bien cette transformation, mais en soi, le espace, hein, c'est égal à 32 dans la table ASCII. Donc, je l'ai écrit comme ça un petit peu pour vous illustrer la chose, mais j'aurais pu très bien écrire la valeur décimale, j'aurais pu même mettre la valeur hexadécimale, etc. Bon, ça, c'est un peu libre de choix. Donc, du coup, ça nous donne ça, ça nous fait bien la transformation. Pourquoi ça nous fait bien cette transformation? Parce que si on regarde cette fois toujours la table ASCII, mais on regarde les équivalents en binaire, bah, on passe en réalité de cette opération-là enfin, on passe de ce binaire-là, pardon, du A majuscule, cette représentation-là, à ce binaire-là. Et en fait, on vient simplement de rajouter un 1. Pourquoi on a rajouté un 1? Parce que, en fait, en réalité, si on réutilise bah, la fonction qu'on a codée juste avant, donc vous voyez que c'était quand même utile de faire ce itop.c, et ben si on le fait, on le pratique et j'ai mis la valeur 32 dedans, et ben on voit que ce 1 là, en fait, ça correspond à cet espace ici que j'ai souligné, qu'on va rajouter. Et un ou logique, on a dit que quand c'était 0 ou 1, et ben du coup, on faisait apparaître un 1. Donc si vous repartez au début de la vidéo, vous reposez, on va dire, le ou un peu à la manière d'une multiplication, d'une addition comme on faisait à l'école, et ben vous allez faire cette valeur-là avec, oui, cette valeur-là, pardon, avec un ou et cette valeur-là. Et donc du coup, bah, au final, vous allez tomber sur la colonne où il y a un 0 et un 1 ici, et du coup, bah, simplement, vous allez écrire 1. Donc on a converti de cette manière-là. Alors ça peut, donc c'est comme ça, hein, si vous voulez le reposer un petit peu de cette manière, vous allez voir que bah, directement, en fait, on rajoute des choses. Je vois d'ailleurs qu'il y a une petite erreur hein, qui s'est glissée, puisque je fais un OU de 1 et 1 et j'obtiens 0. Donc il y a une erreur ici, hein, c'est bien un 1. Et du coup, bah oui, parce que un ou un, effectivement, je sais pas pourquoi, mais surtout qu'on a dit juste avant que effectivement on rajoutait un 1 ici. Bon, petite erreur qui s'est glissée, ce n'est pas grave. Euh, mais en fait, il y a un petit avantage à ça, d'utiliser ce ou, parce qu'on pourrait se dire ça sert à rien. Fondamentalement, ça sert à rien, mais on pourrait se dire il y a un petit avantage, c'est que si je lui fais passer un A minuscule, bah, est-ce que ça va la transformer aussi? Bah, à l'inverse de simplement faire un moins 32 ou un plus 32, où là, quoi qu'il arrive, ça fait la modification, ben ici, en fait, vous voyez, quand j'exécute ce code, la lettre reste en minuscule. Parce que effectivement, en fait, simplement, on arrive toujours sur le 1 ou 1, donc là où il y a eu cette petite erreur d'ailleurs juste avant, et ben en fait, du coup, 1 ou 1, on a dit, ça faisait 1. Donc bah, on s'en fiche. Donc, est-ce que ça sert à quelque chose? Non. Mais ça peut être quand même sympa. C'est bon à savoir, on va dire, et c'est un peu pour illustrer les choses. Donc voilà. Maintenant, deuxième exercice, toujours depuis, alors là, je ne sais plus si c'est Code Wars ou LeetCode, honnêtement. Savoir si c'est une puissance de 2. Alors, comment on fait pour savoir si c'est une puissance de 2? Donc, on va nous passer en paramètre une valeur et on doit savoir si c'est une puissance de 2. Alors, pour rappel, comment savoir si quelque chose est une puissance de 2? Déjà, la définition, c'est simplement, on regarde si la valeur qu'on nous donne, bah, 2 puissance quelque chose, 2 puissance x, hein, c'est pas un XOR ici, c'est pour symboliser puissance. 2 puissance x et x, il faut le trouver, bah, est égal à notre valeur ou pas, si c'est possible ou pas, si ça existe ou pas. Et en fait, on va utiliser, donc petit exemple, hein, 2 puissance 0 ça fait 1, 2 puissance 1 ça fait 2. Donc oui, hein, d'ailleurs, hein, 1 est bien une puissance de 2, même si c'est un chiffre impair, puisque tous les autres vont être pairs par définition, mais c'est comme ça. Et du coup, en fait, on peut faire ces calculs-là, et donc du coup, bah, 16 est bien une puissance de 2, 8 est bien une puissance de 2, etc., etc. Si on regarde un peu tout ça, toujours en utilisant du coup notre fonction qu'on a créée juste au début, donc itob, bah, si on fait 1, 2, 4, etc., etc., qu'est-ce qu'on voit? On voit effectivement,
on peut remarquer quand même un pattern. C'est-à-dire que oui, effectivement, les 1 sont toujours sont décalés au fur et à mesure, hein, forcément, puisque ça fait des multiplications, etc. Donc, d'ailleurs, je vous avais un peu parlé de ça. Mais surtout, on constate qu'à chaque fois, il n'y a qu'un seul 1 dans notre octet. Il n'y a qu'une seule fois où il y a un 1 de présent. Donc ça veut dire, et comment on pourrait utiliser ça un peu à notre avantage? Parce que nous, ce qu'on cherche à faire, c'est surtout une approche avec des bitwise opérateurs, hein. On ne veut pas faire ça, je sais pas, avec des modules, enfin, avec des modulos ou autres. Enfin, on veut faire ça un petit peu de manière sympa, quoi. Ben, on peut se poser la question, avec quel opérateur je peux vérifier qu'il y ait un seul 1, puisque c'est ça, hein, le pattern qu'on peut utiliser. Bah, en soi, on n'a que trois choix. On a soit le et, soit le ou, soit le XOR. Voilà, il y a pas mille possibilités, hein, il y a que ça. Du coup, à ce moment-là, en fait, si on réfléchit un petit peu, ben, on pourrait réfléchir un peu aux choses, on peut faire des petits tests, etc. Mais très vite, on se rend compte en fait, en soi, le et est sympa. Et en fait, on va utiliser une propriété du et en particulier, celle où c'est un et ou 0, et ça nous donne 0. C'est ça qui va nous intéresser un petit peu. Donc si on prend un exemple, bah, le premier exemple qu'on a, c'est la valeur 1, on sait que c'est une puissance de 2, et donc du coup, si je le fais et avec que des zéros, bah, en fait, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens bien 0. Et c'est à cet indicatif-là, eh ben, ça va bien me dire à chaque fois, quand je vais faire mes opérations de et, si c'est égal à 0 à la fin, bah, c'est que c'est bien un nombre, du coup, qui a une puissance de 2. Alors attention, ce 0,0 là, il ne sort pas de n'importe où. Parce que si je le faisais par exemple avec cette valeur, je crois que c'est 22 ou 23, je ne sais plus, ça doit être 22. Alors, et ben du coup, qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est 22 d'ailleurs. Qu'est-ce qui se passe? Parce que là aussi, ça va me donner 0. Donc c'est pas cette valeur-là ici, ça doit pas être tout le temps 0,0000, quoi. Ça va pas marcher. Il faut que ça soit autre chose. Mais si je faisais donc toujours ce 22-là, mais que si je le faisais avec la valeur précédente, hein, puisque ça, si vous ne reconnaissez pas, c'est la valeur précédente. Pourquoi? Parce que si j'ajoute 1 ici, si je compte et que j'ajoute 1, bah, je dois réinitialiser cette colonne à 0 et je dois initialiser cette colonne à 1. Et là, quand je fais cette opération-là, par contre, surprise, je n'obtiens pas 0, 0, 0. Puisque effectivement, on avait dit le et directement, hein, si je repars un peu en arrière, on avait dit aussi que donc 1 et 0 ça donnait 0, mais surtout on a dit aussi que 1 et 1 ça donnait 1. Donc à chaque fois qu'il y a un 1 ici, bah, c'est que ça marche pas, quoi. C'est qu'il y a un problème. Donc ici on n'est pas sur une puissance de 2. Et effectivement, bah, on l'a vu un peu précédemment, 22 il me semble, ne marche pas. Oui, c'était bien 22, voilà, j'aurais un petit doute, mais voilà. Donc comment on fait? Comment ça fonctionne? Bah, tout simplement, on va prendre notre input. Alors là, vous voyez, il y a une différence, hein. On n'est pas sur un unsigned, hein. On est sur un int. Donc attention, si vous voulez utiliser le note, etc., les représentations négatives, ça va dépendre de l'énoncé qu'on vous donne, potentiellement dans les exercices, que ce soit sur LeetCode ou CodeWars, ça change du tout au tout, honnêtement. Ça peut être un unsigned char, ça peut être un unsigned int, ça peut être tout et n'importe quoi. Donc bon, voilà. Euh, donc du coup, qu'est-ce qui se passe ici? Bah, simplement, je fais l'opération et pour en fait retomber sur ce tableau-là, en gros, dans l'idée, de number moins 1. Donc à chaque fois, il y a un décalage. Et si c'est égal à 0, bah, c'est que c'est bien une puissance de 2. Si ce n'est pas égal à 0, eh ben, ce n'est pas une puissance de 2. Donc on obtient ça, hein. 1 est bien une puissance de 2, 2 est bien une puissance de 2, 4 est bien une puissance de 2. Par contre, 22 n'est pas une puissance de 2 comme on a pu le voir. Ok, dernier petit exercice, on va voir le XOR swap. Alors l'objectif du XOR swap, c'est de faire un swap sans utiliser de valeur temporaire. Est-ce que ça sera quelque chose? Non, mais c'est quand même sympa et surtout c'est important parce que le XOR, l'opération XOR, c'est quelque chose de très utilisé, surtout en cryptographie. Alors très utilisé, je vais peut-être un petit peu exagérer, mais c'est quelque chose qui est utilisé. Donc pour rappel, hein, le swap classique, vraiment le plus simple que tout le monde fait, et vous avez raison de faire comme ça, hein, n'essayez pas de faire des XOR swap, bah, à moins que vous vouliez prouver en fait, hein, c'est un peu le code de prouveur le XOR swap. Mais c'est quand même intéressant, on va dire, de comprendre pourquoi ça marche. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? Bon, bah, j'ai ma valeur A qui est égale à 21, ma valeur B qui est égale à 42.
je les imprime avant, je les imprime après le swap. Donc simplement, en fait, je range dans une valeur temporaire, je stocke dans une valeur temporaire mon A, donc qui a été égal à 21. Mon A, je le mets à 42, puisque du coup, il était égal à la valeur B. Et du coup, bah, mon B, il faut bien que je le remette à la valeur 21, mais je l'ai plus, cette valeur 21 dans le A, mais en fait, je l'ai dans ma valeur temporaire. Voilà, tout simplement. Donc du coup, on voit bien ici, hein, mon A avant swap, il est égal à 21, mon A après swap 42, et inversement, mon B avant swap 42, et il devient 21 après le swap. Très classique, très sympa, machin. Maintenant, si je fais ce code-là, eh ben ça fonctionne aussi. Et alors là, quelle est cette fourberie de Scapin? Quelle est cette sorcellerie? Puisque en fait, je fais quoi? Je fais A est égal à A XOR de B, B est égal à A XOR de B, A est égal à A XOR de B. Alors, je vous avouerai que c'est pas, je l'ai écrit comme ça. C'est pas la manière la plus claire de l'écrire. Normalement, on est censé inverser à un moment donné, mettre B XOR de A pour que ça soit un petit peu plus clair. Mais fondamentalement, ça ne change rien, donc on s'en fout. Ça fonctionne très bien aussi, hein, vous le voyez, hein. A avant swap 21, A après swap 42, B avant swap 42, B après swap 21. Donc comment ça marche? Pourquoi ça marche d'ailleurs? Eh bien, on va prendre un exemple avec A ou B, mais avec un exemple plus simple. Juste 4 bits. Donc A est égal à 1, 0, 1, 0. B est égal à 0, 1, 1, 0. Donc si on fait ça, on va faire une première fois l'opération, en fait, de A XOR B. Donc on obtient une nouvelle version de A. Donc juste pour l'analyser rapidement, pour revoir un peu le XOR, parce que ça fait longtemps, on avait dit que si c'était égal des deux côtés, bah, c'était égal à 0. Pourquoi? Parce que c'est pas exclusivement un OR. C'est pas un OU exclusif. C'est-à-dire que vous avez le choix entre 0 ou 0. Bon, bah, c'est pas exclusif, vous avez pas de choix en fait. C'est 0 ou 0, ça va être 0 quoi. Pareil pour là, le 1 ou exclusivement 1, est-ce que c'est vrai? On pourrait mettre un point d'interrogation, dire est-ce que 1, est-ce que c'est aussi 1? Bah, ce serait un peu illogique, donc vous allez me dire bah non, c'est faux, c'est pas exclusivement 1 ou 0 quoi. Par contre, là, ici, on va avoir 0 et 1, bah, ça nous fait bien 1 et 0, ça nous bien nous faire 1, puisque effectivement, on a le choix entre deux valeurs, on va dire. On peut essayer de le simplifier. Maintenant, ce résultat-là, ce A-là, on va le mettre à l'intérieur de B avec un calcul. Donc, on va faire de nouveau B égale A XOR de B. B, pour le moment, n'a pas changé de valeur, hein, il est toujours égal à 0, 1, 1, 0. Donc, on va refaire un calcul ici. Donc, on va faire la nouvelle valeur qu'on a obtenue, XOR la précédente valeur de B, et on va la stocker dans B, hein. Donc, B est égal à A XOR de B. C'est ça qu'on voyait dans ma fonction juste avant. Donc qu'est-ce qui se passe ici concrètement? Bah, on refait le calcul, et cette fois c'est marrant, vous avez vu tout de suite, dès la première fois, bah, j'ai bien un 0, 1, 0 qui était égal à la valeur de A. Donc c'est déjà bien mis. Top, parfait, génial. Maintenant, on va refaire une dernière fois l'opération, donc toujours A XOR de B. Donc A n'a pas changé hein, pour le moment. Justement, là, on va vouloir le changer de valeur. Mais on va réutiliser du coup B, bah B, parce que c'est toujours A XOR B, hein. Donc cette fois, B, il a la bonne valeur qui était l'ancienne valeur de A. Et alors, de nouveau, on refait l'opération. On refait colonne par colonne. Et comme par magie, j'ai envie de dire, la propriété fait que bah, on retrouve la valeur qui était stockée dans B. Et donc ça y est, on a réussi à faire un swap sans utiliser une troisième variable. Encore une fois, est-ce que ça sert à quelque chose? Non. Est-ce que ça sert à faire le prover? Oui. Est-ce que vous allez vous faire détester si vous faites ça? Sûrement. Est-ce que c'est plus optimisé? Honnêtement, j'ai envie de dire, parce que certains pourraient se poser la question, j'ai envie de dire, je ne crois pas, honnêtement, je ne pense pas, puisque en réalité, il me semble, ah, vous me corrigerez potentiellement dans les commentaires, mais il me semble que si vous générez un code de swap comme on a fait au tout départ avec une troisième variable temporaire qui habite dans la fonction, bah, quoi qu'il arrive, en fait, elle va être, enfin, en assembleur, ça va être mis quelque part, quoi qu'il arrive. Donc je pense, il va pas faire de XOR en fait hein, en assembleur, il me semble. Alors après, est-ce que si on compile avec les flags d'optimisation, etc. à fond, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Je crois pas que ça soit vraiment beaucoup plus optimisé, en tout cas. Peut-être que sur des systèmes où on est sur très peu de mémoire, des choses
un truc embarqué, peut-être à la limite, mais franchement, j'ai beaucoup de mal à y croire. Mais c'est possible, si jamais vous en avez l'information, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais bon, à voir, un sujet à peut-être creuser pour la prochaine fois. Donc effectivement, hein, cette opération-là, c'est ce que vous retrouvez, hein, ça, c'est les propriétés du XOR. C'est intéressant et c'est utilisé, comme je vous le disais, en cryptographie. En tout cas, ça a été utilisé en cryptographie, toujours plus ou moins pour certaines choses. Mais bon, en soi, on en parle encore aujourd'hui en cryptographie, si vous voulez. Donc c'est pour ça que je voulais vous le présenter, parce que je le trouvais marrant, très intéressant à faire. Et c'est là où on se quitte. J'espère que cette vidéo qui a été longue, j'espère qu'elle vous a quand même intéressé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous voulez voir d'autres vidéos un peu dans ce style-là, si jamais. Et je vous dis, bah, je vous remercie déjà d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt.